J'aimerais profiter de mon premier jour de presque congé depuis des années pour partager avec vous mes analyses du milieu hospitalier au sein duquel j'ai séjourné quelques mois. L'hôpital est un milieu social extrêmement singulier dans le sens où il regroupe à l'intérieur d'un cube de béton un nombre inimaginable d'humains tous les jours et toutes les nuits sans jamais fermer ses portes. Ces humains sont répartis de manière homogène sur le spectre des QI. En effet, les plus grands cerveaux locaux, voire nationaux, viennent y travailler pour l'université en même temps que les patients les plus merdiques de l'évolution qui viennent y montrer leur moisie plusieurs fois par mois. Ça commence bien comme introduction, moi j'aime ça. Alors comme vous... Oui, Oui, oui. si sous-entend que les médecins sont les gens les plus intelligents du Non mais il dit qu'il y en pays. a, il dit qu'il y en a, disons. Oui, bon, d'accord. Voilà. Ouais, bon, faut pas trop fantasmer les études de médecine. Je veux pas dénigrer les médecins. Je pense qu'il y a des gens très bien, très Non, non, attends, il intelligents, va mais vomir les médecins, tu vas voir, c'est terrifiant. T'en fais ah, pas, t'en d'accord, fais pas. d'accord. Non, il y aura tout ce qu'il faut de profession que tu admires. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Alors, comme vous vous en doutez, le QI est parfaitement corrélé à l'origine raciale des individus. Oui, je m'en doute. Je confirme. Ainsi, la hiérarchie hospitalière montre un doux dégradé de teintes de plus en plus claires au fur et à mesure que nous grimpons dans l'éclat des diplômes. C'est comme ça que lors de ma première visite dans un bloc opératoire, je pus observer ce phénomène dissimulé aux yeux du grand public. Un chirurgien senior nordique arien, une chirurgienne en apprentissage tout aussi clair, des étudiants médecins un peu plus hâlés, les infirmières locales à QI moyen, les brancardiers arabes et le personnel d'entretien au teint de charbon. Cette répartition est reproduite dans l'ensemble des services avec bien sûr de rares exceptions. L'hôpital est un milieu positif pour nous car il est rempli de femmes. Un homme célibataire pourra alors facilement y choisir une partenaire comme s'il passait entre les rayons d'un supermarché. Ah bon, je savais pas, je découvre. Hein. Malheureusement, l'hôpital est aussi un milieu très toxique, précisément parce qu'il est envahi par les mégères de 30 à 50 ans. En effet, la quasi-totalité du personnel paramédical, à savoir les infirmières, les kinés, les diététiciennes, les logopèdes, les psychologues et bien d'autres, sont très majoritairement représentés par des bonnes femmes. Et je vais droit au but en vous l'annonçant tout de suite, elles sont toutes d'énormes dont l'analyse psychologique me demanderait de rédiger plusieurs livres. Pour faire court, n'étant n'étant pas un enfant de cœur et étant relativement ouvert d'esprit, il m'a été donné de rencontrer toutes sortes de terroristes nazis, dit-il, islamistes, dealers de Kalachnikov et d'autres produits, assassins, flics, champions de MMA, à qui il manque des bouts d'oreilles. Eh bien, je vous l'annonce sans filtre, tous ont été aimables et respectueux avec moi, toutes mes relations avec ces hommes étaient cordiales et agréables. Or, j'ai été totalement persécuté par les infirmières, kinés et autres sages-femmes, qui sont probablement les pires. À chaque changement de service, j'apprenais par mes collègues qui me remplaçaient que les infirmières s'esclaffaient en diatribes à mon encontre. Sur la fin, quelques-unes ont d'ailleurs osé l'esclandre public, m'insulter comme la dernière des merdes alors que je parlais gentiment aux patients sous prétexte, par exemple, que je ne souriais pas assez. Une grave faute professionnelle. Pour ne pas être trop long, je vais tout de suite aborder le sujet des médecins. Jean, accroche-toi. Les médecins sont globalement de parfaits en marge d'être remplacés par des femmes. Et ceux qui ne sont pas encore des femmes sont en réalité des femmes mentales. Je m'explique. Leurs études sont, comme vous le savez, probablement les pires de l'histoire de la galaxie. Pour en arriver au bout, ils devront passer un nombre invraisemblable d'heures à étudier des tableaux et des graphiques, leur cul sur une chaise, sans jamais prendre la moindre pause durant des années, ce qui est insurmontable pour tout homme testostéroné. Ceux qui, comme vous et moi, gardent des activités sportives ou créatives
sur le côté, sont très vite rappelés à l'ordre, ou se croûtent et doublent. Un ami vétérinaire m'avait dit qu'on finissait par étudier à chaque instant de libre de sa vie, en visite chez mémé ou debout à attendre le bus. Je n'y avais pas cru, mais je constate qu'il avait finalement raison. Il y a déjà une sélection à ce niveau, lors de la période d'études livresque que tout le monde s'imagine bien. Ensuite arrive la période hospitalière des études, où les petits étudiants sont jetés dans les hôpitaux pour y servir de larbin gratuit. Les derniers hommes musclés survivants y seront évincés pour les raisons suivantes. L'hôpital est rempli de femmes paramédicales et aussi de médecins femmes. Vous êtes alors évalué par des bonnes femmes, sous pilule et sous Prozac. Je ne vous fais pas de dessin. Si vous êtes un homme musclé, avec une gueule qui ressemble au croisement entre Hugh Laurie et Arnold Schwarzenegger, vous aurez des points de merde. Vous êtes en effet coté exclusivement sur votre attitude sociale avec les grosses infirmières mal lunées et les patients mal et enturbanés. Pas de place pour la connaissance scientifique. Ainsi, de nombreux génies autistes, avec des moyennes d'astronautes, ont été salement taclés par derrière par les mégères nourries aux donuts qui ont sans hésiter atomisé les futures carrières de ces hommes blancs, maintenant perdus. Évidemment, nous avons tous constaté à plusieurs reprises que les femmes étaient largement favorisées dans ce genre de cotation. Ici s'opère la seconde sélection. Il ne reste alors que les médecins hyper sociaux, les pipelettes, qui aiment parler de Netflix et de leurs vacances, au ski avec les infirmières. On se retrouve alors avec des pointures académiques qui ne sont rien d'autre que d'énormes bébés grassouillets qui parlent aux gens comme à des enfants et qui feignent un sourire débile comme des Miss Monde du matin au soir. Effectivement, tout dans le métier du médecin reflète l'après-midi café, tarte des voisines qui s'emmerdent. Tous les matins, les infirmières racontent la vie des patients aux médecins, qui se racontent ensuite la vie des patients entre eux pour choisir s'ils passeront un scanner ou une gastroscopie. Puis racontent tout l'après-midi au téléphone la vie des patients aux secrétaires pour réserver ces examens avant d'aller parler de la vie des patients aux patients eux-mêmes. Un métier qui s'articule totalement autour des commérages. Un dernier niveau de sélection se dresse encore face à l'aspirant médecin. Sachant que les places sont très chères grâce aux décisions honnêtes et éclairées de ce gouvernement et franc-maçon, il faut étudier jusqu'à en devenir maboule pour que sa moyenne rivalise avec les autres aspirants aux spécialités. Et si la moyenne ne suffit pas, on peut toujours sucer le prof, métaphoriquement, ou un peu moins. On se retrouve avec de véritables qui font des journées de 16 heures, à coller au cul du prof, comme des chewing-gums fondus, à servir les cafés, cirer les pompes de tout le monde, pour se faire engager et obtenir des passe-droits. Voici comment sont façonnés les médecins, voici pourquoi il ne reste que des hommes-femmes parmi les femmes. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi les médecins sont de sales gauchistes. Les dernières recherches en psychologie ont montré que l'homme de droite avait plutôt des tendances non conformistes, complotistes, introverti et solitaire. Un profil schizoïde ou schizotypique, c'est-à-dire une attitude de, je cite, « fais pas chier, fous-moi la paix ». L'homme de droite est aussi sensible au dégoût, ce qui le poussera à éviter les infections, les parasites, les migrants et le rendra homophobe vis-à-vis des gros gays qui sont... L'inverse, c'est vrai pour les gauchistes. Ils sont narcissiques. Ils veulent qu'on les remarque et qu'on leur jette des fleurs. C'est pourquoi ils crient partout sur les toits qu'ils sont gentils, qu'ils aiment donc les gays et les migrants. Ils sont aussi extravertis, donc totalement adaptés à parler de leurs vacances au ski, dans la tisanerie avec les infirmiers. Ils aiment beaucoup étudier pour qu'on les appelle docteurs et qu'on les respecte. Ceci passe aisément les niveaux de sélection dont je vous ai précédemment parlé. Ensuite, ils sont insensibles au dégoût. Ils trouvent alors mignons les trans, les gays et autres ont gerbé les gens comme nous.
Cette qualité est indispensable à l'hôpital pour se faire gerber dessus par les bébés bruns, toucher les pénis qui pissent du pu de toxicomanes et des pieds diabétiques bien ulcérés de vieux boomers pensionnés. Je suis conquis par cette profession-là. Alors, toutes ces raisons font que l'homme de droite est destiné à crever à l'hôpital et explique pourquoi vos médecins sont de sales petites qui passent leur temps à insulter des gens dans leur dos, comme votre grand-mère le dimanche chez la coiffeuse. ça dépend, ça dépend laquelle de grand-mère, mais pourquoi pas. C'est fleuri, je sais pas pourquoi les médecins ont toujours une plume relativement amusante. Je pense qu'il y a beaucoup de pression. Je pense que ça explique ceci. Alors, toutefois, malgré ma grande colère à leur égard, tu vois, t'as la clé de l'énigme, je dois bien admettre que les médecins ont encore quelques qualités. Tout d'abord, ils sont en immense majorité blancs, les ayant bien du mal à étudier comme des bêtes et bosser du matin au soir pendant toutes ces années. Aussi, étant de grands PNJ mentaux, ils se mettent facilement en ménage et font souvent plusieurs enfants qu'ils élèvent attentivement pour en faire des membres fonctionnels de la société. Concernant les étudiants en médecine, laissez-moi vous dire que tout est perdu. Alors donc là, on bascule chez les étudiants. Donc, il y a maintenant jusqu'à 75% de femmes en médecine. Je ne perds pas de temps à vous expliquer la psychologie féminine. Vous savez ce que ça implique. Racialement, il y a au sein de mon université, qui est, je le rappelle, celle qui comporte le moins de métèques de tout le pays, à peu près 20% d'islamistes, essentiellement des femmes, et 1% de noirs qui s'appliquent à doubler chaque année, donc à redoubler. La majorité de la classe est remplie de femmes blanches consommatrices de Starbucks, une nuée de Magali binoclardes qui enfle un peu plus chaque année, à tel point que la mode, pour s'adapter à leur expansion adipeuse, les habille maintenant de vêtements de plus en plus amples et couvrants. Oui, ce qui télescope l'islam d'ailleurs, je remarque. Je me croirais dans un pays sous charia, tellement je vois maintenant déambuler dans les couloirs des espèces de sacs en basket. À croire qu'elles essayent d'occuper le plus de volume possible avec leurs gros corps, leurs grands vêtements, leurs grandes écharpes, leurs longs cheveux, leurs grosses baskets compensées, je vous assure que je ne peux plus les voir en peinture. Je ne pourrai plus jamais toucher une femme de ma vie tellement elle m'inspire du dégoût et du mépris. Je n'ai vu que ça pendant toutes ces années. Entendu leurs sornettes de débile mental à longueur de journée. Leur culture se limite au néant, nous dit notre auditeur. Elles n'ont vu aucun film, n'écoutent que de la musique de regardent des séries pour attarder sur Netflix et ne vivent que pour partir en vacances, boire du rosé au soleil. Les hommes sont des espèces de caricatures de Tchad bourgeois, tout aussi insipides. Les quelques hommes différents de l'auditoire qui traînent sur Reddit, JVC ou 4chan finissent très vite par devenir fous ou quitter le milieu. Contrairement à ce que pensent les gens qui ne connaissent pas le milieu, le Zeitgeist actuel s'est emparé de l'université. C'est-à-dire qu'en dehors des quelques PNJ Tchad et bourgeois, plus personne ne baise, nous dit-il. Peut-être un ou deux couples maximum dans la classe. Impossible de causer à une femme. En ce qui me concerne, toutes les blanches me détestent automatiquement, par réflexe, alors que les arabes ne peuvent plus se passer de moi malgré mon discours ouvertement conservateur et xénophobe. Au final, seuls les gays, donc les homosexuels de la classe, ont une riche vie sexuelle. Tout le monde est devenu frigide et méfiant de son prochain. C'est assez remarquable comme observation. Un petit mot sur les stages et l'université en général. Il faut savoir que chaque école a son propre petit système d'exploitation des étudiants. Par la plus grande des malchances, il semble que mon école se trouvait être la pire d'Europe. Mon unique critère de sélection d'université avait été d'y trouver le moins de métèques possible, sans faire attention au reste. Voilà comment on tombe bien bêtement dans un piège. L'organisation est la suivante. À l'hosto, à faire de la paperasse de 8h à 18h minimum, de 7h à 20h pour les chirurgiens quand tout va bien. À cela s'ajoutent les gardes de nuit et celles du week-end, ce qui porte chaque semaine à une petite moyenne de 80 heures, le tout pour 0 euros. Et bien sûr, sans le moindre congé pendant plus d'un an.
À cela s'ajoutent les examens qui tombent tous les mois avec une quantité de matière pharaonique que vous pouvez imaginer, ainsi que les travaux de fin de stage dont le seul but est de nous faire perdre nos rares week-ends vu qu'ils finissent à la poubelle, probablement sans avoir été lus. À quel moment étudions-nous alors? Eh bien sur les chiottes, dans le bus, la nuit. Dans les autres universités, les étudiants sont libérés les après-midi, ou disposent de plusieurs jours de congé avant les examens, ou bien sont payés tous les mois pour leur travail. Ici, les médecins sont fiers de ce système. Je cite, les autres médecins sont mauvais parce qu'ils n'ont jamais vu de patient. Ça donc c'est une exclamation, une citation quoi, hein. Pour eux, il vaut mieux faire souvent semblant d'écouter les poumons des gens qu'étudier sérieusement dans ces livres. Je me suis alors retrouvé pendant 2 ans à dormir une moyenne de 6 heures par nuit, puis 4 à 5 heures par nuit, pendant les 2 derniers mois de travaux finaux. On entre alors dans un état second permanent. On s'endort dès que notre cul touche une chaise, on hallucine debout, on se casse la gueule parce qu'on s'endort adossé contre un mur, on étudie chaque jour jusqu'à voir double, on dort sur le sol inconfortable en espérant se réveiller pas trop tard pour reprendre le travail. On ne sait plus exactement ce qui est réel ou ce qui a été rêvé. Mais comment diable peut-on si peu dormir? Sachez que les hôpitaux de ma ville sont à peu près répartis de la façon suivante: un hôpital à 1 mètre de chez moi où se rendent tous les bons de la région et un autre à 1h30 de bus où ne vont que les blancs. Vous comprenez que j'ai préféré peu dormir que fréquenter la frange raciale abominable qui nous remplace. Il y a trop à dire sur les patients migrants et ce courrier est déjà trop long. Sachez aussi que tous les autres étudiants se permettaient de dormir paisiblement 8 heures par nuit grâce à leur véhicule payé par leurs parents. Nous étions malheureusement une dizaine seulement à prendre le bus, moi et les Arabes. Les autres viennent tous de familles bourgeoises et sont drilliers à étudier depuis qu'ils ont 6 ans. Venant d'une famille de tarés, j'ai dû me contenter d'attraper la gale dans les transports en commun jusqu'à 4 heures par jour. C'est pourquoi vous avez des enfants, vous devez penser, c'est pourquoi, nous dit-il, si vous avez des enfants, vous devez penser dès aujourd'hui à leur avenir pour ne pas les handicaper face aux autres, comme je l'ai été. J'étais clairement un des plus malins de la classe, or ma moyenne semble affirmer le contraire et énormément de portes me sont maintenant fermées. J'ajoute encore que c'est durant ces périodes qu'énormément de collègues femmes étaient en proie à de graves décompensations psychiatriques, ne supportant pas la pression et la charge de travail, sous stimulant la journée, sous benzodiazépine le soir, anxiolytiques, antidépresseurs, suivis par un psychiatre et j'en passe. Notons d'abord que les femmes ne sont pas faites pour subir un tel niveau de pression, contrairement à moi, qui gère pas mal, hormis mes endormissements sauvages, et notons aussi qu'il s'agit d'un rituel annuel d'humiliation, d'un bizutage par la douleur pour rendre les gens serviles et les obliger à ramper pour qu'on leur laisse la place, car ils ont déjà trop avancé pour pouvoir faire demi-tour à présent. Le commentaire principal, à mon avis, outre le remplacement de population, c'est cette histoire de féminisation de la médecine qui est une véritable catastrophe, comme la féminisation de toutes les professions. Je pense aux juges aussi. À mon avis, les juges et les médecins étant féminisés à outrance aujourd'hui, c'est des professions ben, en voie de décomposition avancée. C'est vraiment nul de travailler dans ces domaines. Et je pense qu'on ne dira jamais assez de mal d'un système qui fait rentrer autant de femmes. Alors, je suis étonné qu'il aborde pas plus les raisons de la féminisation à outrance de la médecine. C'est qu'en fait, ils ont changé depuis les années 60-70 les méthodes de sélection en première année, qui était beaucoup plus basé sur les maths, la logique, le raisonnement, des choses qui sont plutôt masculins, qui réussissent beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, pour le remplacer par énormément de par cœur, de bachotage, des rédactions à la mort-moi, le nœud sur les études sociales, la santé sociologique des gens, ce genre de choses, qui expliquent énormément que ben, la sélection favorise beaucoup plus les femmes aujourd'hui
c'est une direction volontaire qui en fait a un double avantage pour la Sécu. La Sécu a fait le calcul dans les années 80 qu'il fallait réduire le nombre d'hommes, enfin le nombre de médecins pour réduire les prestations, le coût des prestations de santé, parce que ils ont fait le calcul très intelligent comme d'habitude pour l'administration française, de dire plus il y aura de médecins, plus il y aura de prestations de santé. Mais en fait, c'est pas du tout, enfin c'est, si c'est vrai fatalement, si vous réduisez l'offre de santé, vous pourrez moins répondre à la demande et donc ça coûtera moins cher, mais ça a créé cet effet de pénurie lourde de médecins qui a lieu en France. Donc il l'a pas mentionné, mais il faut importer des médecins de toute l'Afrique et plus pour essayer de compenser ça, de Roumanie qui parlent pas toujours très bien français, qui ont fait beaucoup moins d'années d'études. Bon, pour peu que les années d'études aient de la valeur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont apprises par cœur dans les études de médecine qui sont un peu aberrantes. Enfin, j'ai pas fait ces études-là, donc c'est un peu difficile de juger, mais de ce que je peux en voir d'observateurs extérieurs, parce que il y a un aspect, c'est qu'il y a plus de médecins béninois dans la région parisienne qu'au Bénin. Ça, c'est une statistique que j'avais lue il y a plus d'une dizaine d'années, mais ça m'avait effaré euh, de savoir que ben le manque de médecins poussait la Sécu et la France à importer à des niveaux pareils des médecins étrangers. Et donc, comme ils ont aussi énormément féminisé la médecine, ça s'accompagne d'un taux d'occupation qui est plus faible. C'est-à-dire que les femmes travaillent moins. Elles vont travailler souvent, surtout pendant l'âge où, ben, quand elles tombent enceintes, elles travaillent moins. Quand elles passent du temps avec leurs enfants, parfois, pour peu qu'elles se marient avec un médecin ou qu'elles aient un bon niveau socio-professionnel, enfin social, elles peuvent se payer de pas travailler pendant 2, 3 ans, donc ça rajoute à la pénurie. Et puis parfois, elles veulent s'occuper de leurs enfants, elles veulent avoir leur mercredi, voir leur vendredi, ainsi de suite. Donc elles travaillent 2 à 3 jours par semaine, ce qui accentue encore la pénurie de médecins disponibles. Et ça rend la profession, ben, comme il l'a dit, ça la met dans une situation de stress intense qui est absolument ridicule et purement artificielle. C'est l'opération des bureaucrates français. Et aussi, ils ont augmenté énormément la paperasse des médecins, donc ils doivent passer, je ne sais pas combien de temps par jour. Alors maintenant, ça s'améliore parce qu'il y a des solutions logicielles. Je pense que Doctolib, je suis pas un expert, mais je crois que ça aide pas mal pour l'administration des médecins. Et, mais bon, il reste qu'ils doivent faire des déclarations aux ARS, ils doivent faire des déclarations à tout un tas d'organismes et de systèmes de contrôle étatiques avec pléthore de fonctionnaires payés à rien faire, à part empêcher les gens de travailler et d'être productifs. Donc en fait, la médecine en France devient vraiment un maquis horrible. Et je pense que le changement donc d'une profession d'homme blanc comme ça l'était probablement encore dans les années 50-60 vers une profession de femme et de métèques de plus en plus euh, un véritable crime contre la société et contre la nation, parce que quand vous payez, par exemple, une femme à devenir ophtalmologiste pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans, voire en fonction, je ne sais pas combien c'est la spécialité d'ophtalmo, mais c'est très long, et qu'ensuite elle va travailler 2 jours par semaine parce que ben, elle veut s'occuper de ses enfants, vous avez 3 jours par semaine, c'est-à-dire 60% du temps qui ne sont pas occupés, et vous créez des pénuries, les gens sont en moins bonne santé, ils ont moins accès à des soins. Donc c'est une véritable catastrophe. Donc politiquement, comme d'habitude, tout faux de A à Z. Et je pense que pour les rares hommes blancs comme notre cher auditeur qui nous a écrit, qui essaye de s'en sortir dans cet environnement, ont beaucoup de courage. Mais bon, après, ils ont quand même des possibilités. Je pense qu'ils peuvent aller travailler dans des cliniques ou essayer de trouver des structures privées qui sont mieux gérées que l'hôpital. Donc, c'est un mauvais moment à passer, qui est long, malheureusement, parce que l'État français considère que les médecins lui appartiennent, ce qui est euh, pas forcément illogique vu que l'État paye une grosse partie des études des médecins. Mais enfin bon,
leur ôter, ils ont quand même énormément de liberté qui leur est ôtée, notamment au niveau de l'installation et enfin, ils peuvent pas facturer comme ils veulent, ils peuvent pas s'adapter à un certain nombre de facteurs pour optimiser aussi dans toutes circonstances. Donc il y a quand même des gros aspects désagréables à la médecine qui, à mon avis, surpassent les points positifs, mais il y a aussi des points positifs, hein. Évidemment, un médecin a quand même un salaire enfin, des revenus qui sont plutôt assurés, plutôt conséquents. Ça simplifie la vie d'un point de vue financier, donc c'est c'est sûr, hein. Moi, je conseillerais aux jeunes de se lancer là-dedans, mais ceux qui le font, faut qu'ils s'accrochent peut-être une douzaine d'années et après ça va mieux. Alors, notre auditeur poursuit, il a beaucoup de choses à dire, et il bifurque sur l'université. L'université déteste les hommes blancs, il n'y a plus que des femmes partout, les réseaux sociaux de l'institution sont tenus par des femmes, tous les textes officiels sont écrits par des femmes, tous les emails sont écrits par des femmes. Pas besoin de voir qui a signé, il suffit de connaître un peu la psychologie pour tout deviner. Ça saute à la tronche quand les services de communication tentent l'humour et se vautrent atrocement dans la honte. Sur tous les murs sont placardées des affiches de campagne contre le harcèlement sexuel qui, je le souligne, n'a jamais existé. Comme Don Quichotte contre son moulin, les femmes obèses dénoncent des sérénades qui n'existent que dans leur esprit malade. Tous les mois de mai et juin, des drapeaux p sont placardés partout. Des spectacles réservés aux femmes sont organisés. Dans toutes les photos officielles de l'université, on ne retrouve que des femmes blanches et parfois des hommes marrons, des hommes de couleur. Quand on voit un homme blanc, on peut être sûr qu'il est homosexuel. D'ailleurs, les cours sur les trans sont chaque année un peu plus nombreux. Enfin, la fréquentation est un peu plus significative. Le sujet a été abordé d'abord en gynécologie, puis en psychiatrie et enfin en chirurgie plastique. Toutes les occasions sont bonnes pour nous en parler. Ils finissent même par organiser de faux cours pour nous leurrer, en nous faisant croire que nous allons apprendre de la véritable science, pour mieux nous afficher leurs diapositives roses et nous rironner lorsqu'il est trop tard pour s'enfuir. Les professeurs jubilent en nous expliquant à quel point ils sont gentils, comme ils forment le personnel chirurgical gynécologique à appeler les patientes monsieur, comme ils passent une heure entière en consultation à savoir qui fait l'homme et qui fait la femme lors de leur séance xéno-masturbatoire. Pour clôturer, j'aimerais ajouter un mot sur les chercheurs et la science. Vous savez que quelques histrions de droite aiment célébrer la grandeur de la science des Blancs sur Internet et se réfugient ainsi dans un optimisme naïf au sujet du futur. Je vous annonce sans détour que nous sommes dans la merdasse à un niveau qui est indescriptible. Tout d'abord, pour devenir chercheur, il faut les meilleurs points de la classe. Je vous ai expliqué précédemment qu'il fallait être une gigapute pour être premier de la classe. Ensuite, il faut demander une bourse pour que sa recherche soit financée. Évidemment, les organismes délivrant ces bourses veulent lutter contre le patriarcat des chercheurs. Il est alors écrit clairement sur leur site qu'ils favoriseront les femmes et les migrants afin de respecter l'égalité. Si vous êtes un homme blanc, vous partez donc doublement perdant. C'est d'ailleurs pourquoi, au cours de mes pérégrinations, je n'ai croisé aucun doctorant homme, mais des dizaines de femmes, je dis bien 0 homme, alors que tous les professeurs sont encore des hommes. Il a suffi d'une génération pour tout balayer et renverser l'ordre établi depuis toujours. Voilà pourquoi la science tourne à rien en ce moment, sans même parler de la corruption dans la science, des études fallacieuses et les milliers de papiers rétractés cette année. Avoir confiance en la science en 2024 est une posture de gros con. J'ai vu les scientifiques et je peux vous dire qu'il s'agit des pires bugmen, donc des insectes, hein, des hommes insectes, que j'ai pu observer de toute ma chienne de vie. Des nains binoclars à tête d'ampoule chauve à 25 ans qui se prennent pour vos supérieurs. Évidemment que ces esclaves mentaux
crois tout ce qui est publié sur PubMed, la morale d'esclave en diamant. Tout ce que dit mon supérieur est parole d'évangile. Les doctorantes que j'ai pu rencontrer, en plus d'être des femmes, étaient de graves malades mentales avec des dossiers psychiatriques en plusieurs tomes, principalement des dépressifs suicidaires avec des cicatrices plein les bras, accros aux benzodiazépines ou bien alcooliques qui s'enferment aux chiottes pour chialer entre deux rendez-vous. Voilà ce qui arrive quand on essaye d'aller contre sa nature de bonne femme au foyer, nous dit notre auditeur. Continue, c'est un vrai courrier. Hein. J'en arrive maintenant à la finalité de mon message. Je n'avais bien sûr pas l'intention de me plaindre pour rien. J'ai constaté que les gens de droite étaient intelligents, voire très intelligents. J'ai aussi constaté que les gens de droite aimaient bien devenir plombiers ou jardiniers parce que l'école les emmerde. Je les comprends tout à fait, et je reconnais avoir été le premier à tout plaquer pour aller vivre ma passion dans un élan de fougue immature. Néanmoins, vu l'état cataclysmique du continent, j'exhorte les droitards à se taper l'université. Il faut absolument contrer l'infiltration de ce milieu, pourtant perdu, en tout cas en apparence, tant que c'est encore possible. Fiez-vous à mon récit. Médecine est vraiment un choix dégueulasse. La qualité de vie est infernale et le salaire est revu à la baisse chaque année. En plus, les médecins ne sont que des larbins qui font le sale boulot des pharmaceutiques sans rien comprendre à la magie noire de la science. Il est nécessaire au contraire que les droitards deviennent de vrais scientifiques, qu'ils fassent des études de biologie ou de chimie et qu'ils laissent tomber la littérature, au moins pour une ou deux générations. J'ai été profane, moi aussi, demandeur d'emploi, à me faire traiter d'imbécile par des gens dont j'avais 2 fois le QI. Je sais ce que c'est. Je sais aussi que je suis devenu plus intelligent durant ma traversée de l'université. Comprendre en profondeur le fonctionnement d'un système complexe, comme le corps humain, m'a rendu plus attentif et plus perspicace. Je le vois bien dans mon petit groupe, les universitaires à QI égal ont quand même une analyse géopolitique plus fine que les non-universitaires. J'ai d'ailleurs noté un tropisme pro-russe chez les universitaires et pro-ukrainien chez les autres. Il est donc important de se construire la cervelle pour s'armer contre le monde qui vient. En plus, comme vous le savez, les Noirs ont souvent le sang chaud et aiment bien se targuer de nous battre en sport. Ce ne sera pas le cas intellectuellement tant que le transhumanisme n'augmentera pas les bébés en super. En ce moment, si vous vous battez intellectuellement, vous pouvez ouvrir les portes de milieux préservés. Et si jamais un métèque parvient à la même place que vous, il sera intelligent et il ne posera aucun problème, hormis ça inévitable. Ne craignez pas que l'université vous lave le cerveau ou vous transforme en gauchiste. Ceux qui deviennent gauchistes étaient déjà prédestinés à le devenir. Chaque année, je n'ai fait que me radicaliser dans la direction opposée à la leur. Pour terminer, je vous annonce que les médecins qui ont prétendu vous faire la leçon sur les vaccins sont d'éminents car, je l'affirme, les médecins généralistes, au même titre que presque tous les autres, ne savent rien sur les vaccins. Ils ont tout au plus vu 3 diapositives dans un cours qu'ils ont étudié en un jour et oublié la veille. Tous les Euh, vaccins, hein. oui, Pas que le vaccin Covid, à mon avis. J'espère qu'il veut parler de tous les vaccins. à mon avis, oui. N'importe quel réparateur de frigo qui passe une après-midi sur Wikipédia à se renseigner sur les vaccins en sait davantage que son généraliste. Les vaccinologues et les immunologues ont leur mot à dire et ce sont des métiers absolument rarissimes au point que les professeurs de ces matières n'ont d'autre choix que d'aller se former à Harvard. Vous n'en avez donc vu aucun à la télé durant les belles années Covid. Vous irez donc demander de ma part à votre généraliste les ingrédients des vaccins et autres thérapies qu'ils injectent pour bien rigoler. Navré pour la longueur absurde de ce courrier, mais ces choses devaient être dites. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à son commentaire? Est-ce qu'il y a un point qui te paraît devoir être commenté? Oui, alors j'ai noté 3 points parce que comme c'est tellement dense, j'ai pris des notes. Euh,
premièrement, il parle des femmes, il me semble, un peu en position d'autorité. Et effectivement, la médecine les rend, enfin, de l'ambiance très toxique qu'elles mettent et que elles se mettent rapidement à prendre le contrôle, il me semble, il l'a dit, des réseaux sociaux, de la communication de l'université, En ainsi de fait, ouais, suite. elle gère toute la communication interne, en fait, des structures universitaires, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, et en fait, elles deviennent extrêmement toxiques dès qu'elles ont des positions d'autorité. Donc ça, c'est de manière générale quelque chose qu'il faut refuser absolument d'être mis sous l'autorité des femmes parce qu'elles sont horribles. On prétend que les hommes sont cruels, sont brutaux, mais en fait, les hommes sont beaucoup plus agréables à vivre quand ils sont chefs que les femmes. Les femmes sont imblérables. Il fait aussi mention du LGBTisme et d'un certain nombre de choses. Alors, ça aussi, c'est quelque chose, je crois que on a beaucoup trop de respect pour les blouses blanches, notamment quand on prend en compte le fait qu'ils ont une vie de gros dégénérés pendant les premières années d'études, mais vraiment, les fêtes de deuxième année et ainsi de suite, c'est parfois des orgies, c'est des trucs enfin, c'est inénarrable ce qu'ils font là-dedans. Donc, je crois que c'est à mettre en regard la prétendue sérieux de leur profession et il faut prendre un peu de distance quand parfois ça doit arriver à des auditeurs que un médecin les prenne de haut, il pose une question ou ils remettent en doute quelque chose, imaginons sur un vaccin Covid par exemple, et vous êtes pris de haut par une blouse blanche qui vous fait comprendre que bah vous n'avez pas fait les études, donc vous n'avez pas trop à poser des questions. Bah oui, mais bon, c'est pas non plus les gens les plus sérieux. Enfin, c'est pas des Alexis Carrel ou des pointures de la médecine comme on a pu en avoir en France, euh, ne serait-ce qu'il y a une centaine d'années. Euh, le conseil qu'il donne, c'est le troisième point, à propos d'inciter les droitards à faire médecine, à titre personnel, je donnerais pas un tel conseil, enfin à faire médecine ou d'infiltrer l'université. Les stratégies d'entrisme, ça, enfin il faut être organisé pour faire de l'entrisme. Les trotskistes, par exemple, sont très forts pour faire de l'entrisme, mais parce qu'ils sont organisés en des réseaux un peu occultes et ils arrivent à phagocyter ou les parce qu'ils se reconnaissent entre eux, ils savent, ils n'ont pas besoin de se parler, ils ont pas besoin de dire grand-chose, ils se reconnaissent et ils sauront qu'il faut qu'ils s'entraident naturellement. Ils ont une solidarité très forte les uns vers les autres. Alors que les droitards, on est un peu des loups solitaires, on est un peu euh, des gens qui aimons faire nos preuves, qui aimons montrer notre valeur individuelle, ce qui a enfin, c'est sa vertu et sa noblesse, mais je crois que ça correspond pas à un esprit d'entrisme. Quand la droite essaye de faire de l'entrisme, ça marche jamais. C'est toujours un échec et il faut avouer qu'on n'est pas très fort là-dedans. Néanmoins, le conseil de faire de la chimie et ce genre de choses, je pense que c'est un assez bon conseil. À mon avis, il y a énormément de friches scientifiques actuellement, des domaines qui sont très peu recherchés, très peu étudiés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut penser que la science est très bien financée et que les progrès de la science, comme ce qu'on nous vante, sont permanents, mais en fait, c'est des trucs complètement caviardés. Et il y a énormément de domaines. On en avait déjà parlé du temps où Vincent intervenait encore dans les émissions, mais il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des travaux qui, à mon avis, auraient le mérite d'être continués aujourd'hui. Je pense notamment à Antoine Béchamp, qui a pris, enfin, qui était l'opposé des idées de Pasteur. Pasteur qui est vanté aujourd'hui par le système, précisément parce que c'était un plagiaire et un escroc, et Béchamp qui est totalement ignoré parce que ses idées remettent en cause beaucoup trop de dogmes modernes de la biologie et de la médecine. Et Jules Tissot aussi, qui est un physiologiste français qui a fait des études qui allaient dans le même sens que Béchamp. Il s'est fortement opposé à la vaccination. Et c'est des scientifiques qui ont travaillé, qui ont documenté leurs protocoles expérimentaux. Donc c'est possible aujourd'hui de reproduire les protocoles, d'essayer de retrouver les mêmes résultats.
s'il y a des gens qui ont le temps et des possibilités, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de travailler dans ces domaines-là, d'essayer de créer des entreprises ou des choses sur des domaines qui sont peu exploités en physique et en chimie et en biologie, que d'essayer de faire de l'entrisme dans l'université. Enfin, c'est des pistes de réflexion. Vous en faites ce que vous voulez.